Alors on compare, on prend, on teste, on utilise. Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer puisque c'est possible de le réaliser? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime créer, réfléchir. Elle aime les enfants, les adolescents. Elle aime les amitiés, le soleil, la lumière, rire. Elle aime les défis, le vendredi soir aussi. Elle aime la musique, les fruits et les légumes. Oui. Bonjour Maëlle. Bonjour Thérèse. J'adore les fruits et les légumes. Oui. Moi, je me suis dit que c'est vrai, j'aimais les fruits et les légumes. Mais tu as bien raison. Et alors Maëlle, on ne se rencontre pas parce que tu es maraîchère. On se rencontre parce que ton métier, c'est aussi d'aller parler d'amour, de sexualité, de relations auprès des adolescents. Mhm. Tu as fondé une entreprise qui s'appelle Comitis, Oui. c'est bien ça? Oui. Et alors, c'est ça. évidemment, première question, c'est comment est-ce que tu en es venue à fonder une entreprise qui a pour mission d'aller parler d'amour, de sexualité, de vie relationnelle aux adolescents? Ça te vient d'où cette idée? Alors que Métis, ça a 10 ans. Donc c'est une création qui date de 2012-2013. Et moi, je faisais déjà ce métier depuis 8 ans, avant encore. Donc ça n'était pas une nouveauté pour moi, mais je travaillais en secteur hospitalier, je travaillais dans le monde associatif, dans des établissements scolaires. Et après une expatriation en Inde, j'ai souhaité trouver du travail pour intervenir dans les établissements scolaires, pour faire de l'éducation à la sexualité. Et je n'ai pas trouvé de mission consistante. Donc je me suis dit, je vais créer ma mission, créer le projet, créer les séances pour pouvoir travailler. Donc ça n'était pas forcément mon premier choix de créer une entreprise, mais c'est devenu maintenant une vraie petite structure, alors qui a comme identité organisme de formation professionnelle. Voilà, on est un organisme de formation pour les professionnels et puis pour les enfants et les adolescents. Mais alors quand même, ce sujet de l'éducation à la vie affective, s'il n'y avait pas vraiment de choses très, très organisées, c'est que ça reste encore quelque chose d'assez atypique comme métier. Comment toi, tu as voulu t'engager sur ces questions-là d'éducation? En fait, c'est lié à la rencontre d'une conseillère conjugale. J'ai rencontré, je pense que ça devait être quand j'avais 20 ans, une conseillère conjugale qui avait comme métier l'écoute des personnes individuelles, des couples, et puis aussi les animations dans les établissements scolaires. C'était à Lille. Et j'ai été très marquée par son écoute professionnelle. En fait, jamais personne ne m'avait écoutée comme ça. J'ai expérimenté une écoute sans jugement. C'était nouveau, vraiment nouveau, sans appréciation, sans comparaison, peut-être même sans encouragement, sans jugement aucun en fait. Une écoute que j'appelle une écoute professionnelle. Ça m'a beaucoup marquée et j'ai continué à la suivre un peu de loin pendant une année, au bout de laquelle je lui ai dit « On fait quoi pour faire votre métier ?» Voilà, donc en fait moi j'étais étudiante à ce moment-là, j'étais étudiante en lettres et puis donc j'ai validé mon cursus en me disant on va finir ce qu'on a commencé. Et puis une fois mon master achevé, j'ai démarré la formation de conseillère conjugale qui était celle dont elle avait bénéficié elle-même. Excellent, c'est ça l'histoire. Comme quoi. C'est ça l'histoire. Ouais, c'est une belle histoire. Ouais. Et alors, tu commences d'abord comme conseillère conjugale? En fait, un conseiller conjugal, en tout cas à l'époque, donc moi je me suis formée il y a une petite vingtaine d'années, il était formé en 2 temps. Année 1, jeunesse, éducation à la sexualité. Année 2, année 3,
couple, vie amoureuse, sexualité, vie de famille. On ne passait jamais au conseil conjugal sans avoir pu explorer ce qu'était la jeunesse, l'éducation à la sexualité, le développement psychosexuel, puisque finalement un couple est fait du chemin parcouru aussi par chacun. Donc la première année de ma formation, c'était ça, l'éducation affective et sexuelle, et l'année 2 et 3, c'était le conseil conjugal et familial. D'accord, c'est comme ça alors le parcours. Oui. Et est-ce que tu exerces encore en tant que conseillère conjugale? Alors je fais un break, comme on dit, donc j'ai mis sur pause en juin 2022 de cette année, donc j'ai exercé depuis, je pense, 2006, donc 16 ans. Et comme je dirige Comitis, j'avais besoin de temps. Et les couples ont aussi besoin de temps et ils ont besoin de régularité. Ils ont besoin, dans le suivi, d'un accompagnement qui n'ait pas trop d'ellipses. Or, l'accompagnement de la croissance de Comitis nécessitait ma présence. Donc, j'ai fait le choix d'arrêter ma consultation en juin. On verra pour la suite, mais pour le moment, je fais pause pour cet aspect-là de mon travail. Mais ça veut dire aussi que tu as pensé que c'était important de mettre la priorité sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle des jeunes? Oui, alors je ne sais pas si c'est une question de priorité, mais le conseil conjugal et familial, je ne peux pas le dupliquer. L'éducation affective et sexuelle, à Comitis, on a une équipe. Et on peut grossir, on peut le dupliquer si cette équipe en fait s'étoffe, se forme, avance. On a le moyen de rencontrer davantage d'enfants et d'adolescents. Donc c'était plus une question de construction, une question d'impact et puis une question de croissance. À un moment, je ne pouvais plus tout faire. Donc voilà, c'était le choix du moment. Mais quelle sagesse! J'écoute ce que tu me dis parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de mal à renoncer ou à justement accepter qu'on ne peut pas tout faire. Donc je félicite ta sagesse. Et ce qui est important, c'est que Comitis, c'est donc une entreprise que tu as fondée. Il existe d'autres associations qui s'engagent pour l'éducation affective et sexuelle, mais quel est l'ADN de Comitis? Qu'est-ce que vous avez de particulier selon toi? C'est quoi votre ADN? J'espère que ça rejoint l'écoute que j'ai reçue la toute première fois. Tu vois, Comitis, le nom qu'on a, il est un néologisme dérivé du latin. Comes, comitis, moi j'ai fait des études de latin, donc on ne se refait pas. Puis j'aimais bien le mot. Mais c'est celui qui accompagne, c'est celui avec qui on parle, c'est celui avec qui on partage son pain. En fait, c'est vraiment le compagnon. Comes, comitis, c'est le compagnon. Et j'espère, et on se mobilise pour pouvoir être des compagnons de route. Alors bon, je sais que le terme est marqué politiquement, mais peut-être plus aujourd'hui. Des compagnons de route pour les enfants, les adolescents, les professionnels qu'on rencontre, dans une écoute qui soit très profonde et aussi un déploiement de leur esprit critique, une information solide pour qu'ils aient en fait les armes et l'outillage intérieur pour faire leur choix d'existence. Alors si tu es sensible à leur offrir cette écoute que tu as pu toi-même découvrir quand tu avais 20 ans, forcément le format c'est plutôt par petits groupes et c'est plutôt dans l'échange, j'imagine. Oui, c'est vrai que ça a des implications pédagogiques, logistiques, parce que on est moins dans la diffusion d'une parole ou la diffusion de la parole ou la diffusion même de la bonne parole que dans une forme de maïeutique qui nécessite, un peu comme on pourrait prendre l'image des ateliers philo,
qui nécessite un groupe dans lequel les jeunes puissent avoir la parole, avoir notre regard. Alors, on n'arrive pas à retenir forcément leur prénom, mais puissent avoir un espace aussi pour que leur propre questionnement puisse être mis à jour. Donc, très prosaïquement, c'est vrai que la plupart de nos séances sont des séances en demi-classe, donc idéalement des groupes d'une douzaine, d'une quinzaine de jeunes maximum. Et quand on travaille en MEX ou auprès de publics plus spécialisés, qui ont des besoins un peu spécifiques, on peut même faire des tout petits ateliers où ils sont 4 ou 5 et où on peut vraiment entendre tout ce qui déborde et qui a besoin de se dire. Ah, c'est trop bien. Écoute, c'est drôle parce que, comme tu le sais peut-être, moi j'interviens beaucoup sur ces questions d'éducation affective, relationnelle et sexuelle depuis de très nombreuses années. Les années passent, donc on peut commencer à les calculer. Ouais. Ça fait une bonne vingtaine d'années. Et alors, je ne cesse de penser et de dire aussi que la formule que tu proposes au travers de Comity, c'est certainement celle qui est la plus appropriée pour les besoins des jeunes, c'est-à-dire vraiment des espaces de dialogue, de réflexion avec cette maïeutique. Beaucoup d'établissements scolaires n'ont pas encore la possibilité de mettre ça en place, ou peut-être n'ont pas encore compris l'urgence de mettre ça en place, ou ne sont pas encore prêts à mettre vraiment les moyens qu'il faudrait. Et donc, finalement, aujourd'hui, moi, je propose une formule qui est des grandes conférences. Moi, j'ai des promos, c'est tout le contraire. J'ai 200, 500, 1000 jeunes devant moi, et je leur parle pendant 1h30 où on parle de différents sujets sur l'amour, sur la sexualité, sur le consentement, sur la pornographie, enfin bref, ces grands enjeux. Et c'est un format, moi, chaque fois, je me dis, mais ça sert à rien, c'est one shot comme ça et tout. Et finalement, il est encore redemandé. Pourquoi ? Pour justement permettre quand même un petit peu de se dire, il y a quand même quelque chose à faire. Les jeunes ont besoin qu'on en parle. Et après, du coup, les établissements scolaires se disent, bon, qu'est-ce qu'on va mettre en place ? Surtout que, normalement, c'est-à-dire selon une certaine directive du gouvernement, ils sont censés avoir 3 interventions par an et par niveau scolaire. Ça veut dire qu'ils devraient faire appel à des entreprises comme la vôtre bien plus souvent que ce qu'ils le font. Ça n'est même pas une directive, c'est la loi. Ah, c'est même la loi. Ouais, je pensais que c'était une... En fait, ça a été transformé... Loi, mais oui. Ah oui, je ne pensais pas à ce point-là. Moi, je suis formelle. En fait, c'est une loi qui date de 2001, au moment où le délai d'IVG a été révisé. Il y a été adjoint, dans un souci de mise en réflexion de la jeunesse, l'obligation de l'organisation de 3 séances par groupe d'âge homogène pour tous les enfants et les adolescents scolarisés en France. Donc en fait, c'est la loi, et après, diverses circulaires émanant de l'éducation nationale l'ont comme traduite, l'ont reformulée avec leurs mots, mais le socle, c'est la loi de 2001. Bon, alors, si vous nous écoutez, vous pouvez vous poser la question, est-ce que dans l'établissement scolaire de vos enfants, il y a bien ces 3 interventions par an et par niveau scolaire ? Il est fort probable que non, parce que c'est très rare, je ne sais pas si vraiment ça existe, des établissements qui arrivent à le mettre en place. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez très bien aller voir le directeur, la directrice de l'établissement scolaire et leur dire, mais qu'est-ce que vous faites à ce propos-là, puisque vous êtes censé faire quelque chose. Oui. Donc déjà, en tant que parent, vous pouvez aussi agir. Et puis si vous êtes professeur ou dans un établissement scolaire, vous pouvez dire quelque chose. C'est ça, en fait, que j'entends. Alors peut-être le point de nuance que je pourrais apporter, c'est que ce n'est pas forcément des séances qui sont proposées par des intervenants extérieurs. Si le professeur documentaliste organise toute une exposition dans laquelle les classes passent sur le féminisme, les droits des femmes, ça compte. C'est en fait un objet de réflexion rattaché à l'éducation affective et sexuelle qui est proposé aux élèves. Ça peut être sous des formes diverses et variées. Il peut même y avoir des projets dans le cadre des sciences économiques et sociales. Il peut y avoir des projets en littérature. Voilà, ça n'est pas forcément des intervenants avec une sorte de label d'éducation sexuelle, de sexologie, de santé sexuelle qui viennent. C'est une réflexion globale de l'établissement sur quelle est notre proposition interne et externe sur ces questions-là. Et ça inclut
des associations ou des groupes comme Committees qui peuvent intervenir. Mais tu sais bien, Maëlle, qu'en disant ça, il y a beaucoup de personnes qui vont penser, qui vont réagir en disant mais ce n'est pas le rôle de l'école d'aller faire de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, c'est le rôle des parents, des familles. Et parfois, l'opposition peut être assez forte, surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de parents peuvent s'inquiéter de ce qu'on va transmettre à leurs enfants, dans un sens ou dans un autre, parce qu'on sait très bien que dans ce domaine de la vie sexuelle, il y a des mouvements idéologiques très forts. Donc, moi, j'entends le positionnement de Committees qui est dans cette écoute, on va dire presque inconditionnelle, et vraiment dans cette approche de dialogue. Mais tu le sais bien comme moi que ce n'est pas toujours le cas. Donc, que ce soit dans un sens, dans un camp ou dans un autre idéologiquement, mais il y a une peur de la part des parents. Qu'est-ce que tu réponds à ça quand on dit que ce n'est pas le rôle de l'école ? Je pense que c'est le rôle des parents, ça c'est sûr, mais que les parents ne peuvent pas tout faire tout seuls et que l'école a un rôle complémentaire de celui des parents. En fait, je le dis souvent, je suis malheureuse que le débat soit posé de cette manière binaire. On pourrait dire aussi l'orientation professionnelle, de quel droit l'école veut orienter mon enfant. En fait, c'est à moi de l'accompagner dans son orientation professionnelle. Mais on est complémentaires. Les enseignants voient des interactions que les parents ne voient pas. L'amitié qui se vit entre adolescents et la libération de la parole que permet le groupe est différente de celle qui se vit à la maison. Donc, l'éducation à la sexualité a des enjeux tellement immenses, tellement massifs, que ça me semble vraiment petit que de vouloir se réserver dans un camp ou dans l'autre, en fait, la mission, la tâche, le bénéfice complet de l'éducation à la sexualité. On n'est pas assez d'adultes pour le faire. Donc, c'est le premier point. C'est vraiment que pour moi, les parents sont légitimes, pertinents, sont même les premiers chronologiquement dans la vie de leur enfant, les premiers à prendre soin de son corps, les premiers à lui parler. Donc, bien sûr qu'ils sont les tout premiers à pouvoir apporter même une réflexion à l'enfant, un vocabulaire sur ces questions-là. Mais l'école a un très beau rôle complémentaire. En fait, l'enfant, il vit dans un univers où il a 30 tout petits du même âge. On génère quand même quelque chose d'extraordinaire. 34 ans, 37 ans, 12 ans, 17 ans. Ça génère un groupe et du coup des interactions, une réflexion qui ont besoin d'être étayées par d'autres adultes que les parents. Moi, je pense. Alors, le deuxième point, c'est forcément le discernement et la vigilance sur qui intervient, comment les personnes qui interviennent sont-elles formées, quelle est leur déontologie, comment sont-elles accompagnées, quel est le bilan de leurs actions, est-ce qu'elles peuvent partager le bilan de leurs actions, est-ce que les séances sont portes ouvertes, est-ce que des personnes de l'établissement peuvent venir les voir. Enfin, il y a tout un dispositif qui peut être, je pense, étayé, réfléchi, qui l'a été très peu et qui contribuerait à sécuriser des parents et des établissements, je pense, qui ont parfois été très secoués ou mis en danger par des intervenants qui partaient un peu dans le décor. Oui, et c'est intéressant le cadre qu'on peut mettre. Oui. Je retiens particulièrement la porte ouverte, de se dire si on intervient, que quelqu'un d'autre de l'établissement scolaire puisse aller voir l'intervention pour qu'il y ait un autre adulte, parce que parfois les jeunes peuvent rapporter des choses qui ne sont pas toujours très justes. Oui. Donc déjà pour se protéger aussi en tant qu'adulte quand on intervient. Et puis parfois l'adulte peut dire aussi des choses qui ne sont pas respectueuses, qui donne son avis dans un sens ou dans un autre. Et donc voilà, donc je pense que ça, cette vigilance, elle peut être aussi importante. Mais oui, moi je pense aussi à autre chose, c'est que au sein des familles, tu dis les parents sont les premiers éducateurs, je suis entièrement d'accord avec toi. Et en même temps, en tant que parent, il y a des sujets qui sont parfois difficiles à aborder, ou aussi on se dit, ça ne concerne pas mon enfant. Je prends par exemple, et vous savez tous que c'est mon grand cheval de bataille, c'est l'exposition des mineurs à la pornographie. La majorité des parents n'imaginent pas que leur enfant puisse être concerné. Et c'est normal, parce qu'en tant que parent, on ne peut pas imaginer ça. Je veux dire, il y a vraiment avoir beaucoup de douceur et délicatesse en tant que parent, c'est normal. Mais du coup, le fait qu'à l'école, on puisse avoir une parole, parce que nous, on sait en tant qu'adultes éducateurs que c'est quand même un vrai enjeu, c'est un relais. Je trouve que ça
ça illustre ce dont tu parles sur cette complémentarité. Oui. Que c'est normal en tant que parent que certains sujets soient difficiles à aborder. C'est normal. Oui, c'est normal. Et en particulier, les sujets, on va dire, un petit peu plus techniques, la masturbation, les pratiques sexuelles. Il y a une pudeur familiale nécessaire. Donc, certains sujets ne seront pas abordés en famille. Et puis, peut-être un autre argument, s'il fallait un argumentaire, mais un autre argument pour que l'école puisse avoir une place de choix dans l'éducation à la sexualité. C'est que les parents sont les premiers éducateurs, mais pardonne-moi de le dire comme ça, ils sont aussi les premiers violeurs. J'allais en parler. Tu vois. Ouais. Et moi, avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se déploie aujourd'hui, avec la Civise, tout ce qui vraiment est porté à notre connaissance aujourd'hui, on sait aussi que c'est l'espace où il peut y avoir le plus de violence pour un tout petit. Donc l'école, parce qu'elle est un lieu où des professionnels, s'ils sont formés, peuvent voir, détecter les signaux faibles ou les signaux forts que les enfants donnent et soit agir, accompagner la famille quand c'est possible, soit mettre en sécurité les enfants. Voilà, donc vraiment, je crois que c'est plus possible de faire autrement finalement que d'associer l'école, mais avec une éducation à la sexualité, je pense, de qualité. Et on en a fait pendant plusieurs dizaines d'années, je pense, un contenu qui était un peu, comme tu le disais, plus idéologique, plus militant qu'un contenu vraiment pédagogique. Et ça a desservi l'éducation à la sexualité, en fait. Ça l'a desservi parce qu'elle est tiraillée, elle est un peu de droite ou de gauche, elle est comme ci ou comme ça. Et donc, en fait, elle n'est pas toute seule. Elle est toujours où elle est censée être arrimée à presque une idéologie politique. Alors, bien sûr... Ou religieuse aussi. Ou religieuse. Et beaucoup de ces sujets-là, bien sûr, ont des connexions... avec les décisions politiques, mais pas seulement, même avec des questions philosophiques, parce qu'en fait, les enfants, les adolescents s'emparent de ces séances aussi pour dire mais pourquoi des fois on ne se sent pas aimé ? Ou moi je me rappelle un ado qui disait mais pourquoi la vie ? Donc l'éducation à la sexualité, en fait, elle est reliée à de très nombreux champs de réflexion, de travail, mais je pense qu'elle n'a pas à être prise en otage, ni par les religions, ni par la biologie, parce que ça a été une autre prise d'otage. Oui. C'est-à-dire qu'elle a été réduite, la pauvre, à une sorte de cours de tuyauterie sexuelle, de plomberie, quoi. Ni par des causes politiques intéressantes, parfois nécessaires, mais qui ne constituent pas tout le corps de l'éducation à la sexualité. Oui, et donc ça c'est sûr qu'il y a ces courants-là. Peut-être aussi que dans un établissement scolaire, puisqu'on parle d'intervention en milieu scolaire, ça dépend aussi du projet pédagogique de l'établissement scolaire. Il faut que l'éducation affective, relationnelle et sexuelle soit en cohérence avec ce projet pédagogique. Et nous le savons en tant que parents, que chaque établissement a un projet. Et peut-être c'est de notre responsabilité d'aller s'intéresser à ce projet pédagogique et de voir si on est en accord avec cela. On a quand même un choix aussi au niveau des écoles de nos enfants. Et donc c'est tout à fait... il faut que l'intervention soit en cohérence avec ce projet. Ça permet aux parents de se responsabiliser au lieu de dire c'est pas à l'école de le faire, de voir dans quel type d'école j'inscris mon enfant. Qu'est-ce qui t'interpelle le plus chez les jeunes aujourd'hui que tu rencontres ? Leurs plus grands besoins, à ton avis, dans ce que toi tu perçois ? Qu'on soit là. Qu'on soit là. Ils ont besoin qu'on parle avec eux. Pas seulement qu'on parle d'eux. Voilà. On parle des adolescents, de leurs réseaux sociaux. J'ai été marquée parce que j'observais des séances lundi et puis la première séance où j'observais ma collègue, je lui ai dit j'ai l'impression sur la chirurgie esthétique, sur
les influenceurs, qu'il y avait un petit jugement intérieur dans ton attitude et je les ai sentis du coup un peu crispées sur cette question, là, les jeunes filles avec lesquelles tu travaillais. Qu'est-ce que tu en penses? Elle réfléchit, elle se dit ok, je vais le faire autrement. Deuxième séance. Elle a eu une posture complètement différente sur justement les questions de chirurgie esthétique, les influenceuses. Et les jeunes filles se sont ouvertes et ont dit mais madame, nous on a des super influenceuses aussi. Et est-ce que vous connaissez celle-là? Je ne vais pas la citer, mais nous, comme on la trouve très naturelle, très réelle, très authentique, en fait elle nous aide plutôt à grandir qu'autre chose. Elle nous rend pas superficielle. Quelque part on en a un peu assez aussi des discours qui sont faits sur nous. Parfois certains adolescents ont l'impression que eux, ils pensent quand même déjà un peu leur vie et qu'on ne les prend pas assez au sérieux. Voilà, donc ce qui me marque, c'est à quel point ils sont désireux de cet espace d'échange, de dialogue, alors qui est très exigeant pour nous, parce qu'avec tous nos repères d'adultes, on a un peu envie de leur donner nos messages de prévention, tout fait, mais avec délicatesse, on arrive à obtenir d'eux des regards sur la vie qui nous étonnent. Et parfois beaucoup de lucidité. Ouais, les laisser s'exprimer, être dans l'écoute. Ouais. Et qu'est-ce que ça va leur apporter, selon toi, dans leur vie d'adulte, d'avoir ces interventions-là? C'est-à-dire, si on le remet dans une perspective plus large d'une vie de femme, d'une vie d'homme, on parle d'éducation de la vie affective. Pourquoi c'est important d'avoir ces lieux d'écoute pour devenir une femme, un homme libre et capable d'aimer? Et parce que les choix qu'on fait sont difficiles à faire. Les choix amoureux sont difficiles, les choix de fécondité, les choix de vie, les projets professionnels, les amitiés, la parentalité, la vie de fratrie, même quand on grandit, les relations avec nos propres parents, même quand on est des adultes. Toute cette vie relationnelle est parfois difficile. Et je pense que ça leur apporte un outillage, un moyen de décrypter ce qui se passe en eux et de mettre un petit peu à distance ce qu'ils vivent en entendant aussi parfois les témoignages, les repères de leurs pères. Et j'aime bien dans les séances aussi quand on les entend s'écouter les uns les autres, se formuler leurs idées, leur soutien mutuel ou transmettre des informations incroyables. Celui-là, en fait, il sait tout sur le sexe, comment ça se fait. Et c'est très stylé. Je ne savais pas qu'il en savait autant. Et ça génère une forme d'intrigue et d'admiration. Moi, je pense que cet échange aussi leur permet, par-delà ce qu'ils en retiennent ou pas, parce que parfois on est un petit peu étonné que les connaissances s'affadissent avec le temps, mais ils en retiennent qu'on peut en parler, qu'on a le droit d'en parler. Et demain, tu pourras en parler avec ta partenaire, demain, tu pourras en parler avec ton frère de ce conflit, demain, voilà. Donc cette autorisation, c'est comme un laboratoire en fait. Une séance d'éducation affective et sexuelle, c'est comme un laboratoire où pour la première fois, où les premières fois, on fait l'expérience d'un échange différent qui pourront, j'espère, essayer de dupliquer, de réinterpréter, de rejouer demain dans d'autres espaces de leur vie, y compris professionnels, pour demander à son patron, à son collègue, un réajustement de posture. C'est pas facile. Voilà, donc j'espère que ça leur permet cette expérience pour demain. Et toi, ce que tu aimes le plus dans cette rencontre avec J'aime bien le début. C'est quoi le début? Le début, c'est la création de l'alliance. Comment elle se crée, cette alliance? Justement, en fait, j'aime, tu vois, tu disais dans les petits mots du début, j'aime les défis. Une séance d'éducation à la sexualité, une formation d'adultes. On a un groupe de 12 personnes avec toute leur histoire, avec leurs joies, leurs souffrances, leurs amours, leurs questions, leur corps, qui sont là et comment on va
réussir à se faire confiance. C'est ça l'alliance. Donc, comment se présenter mutuellement, comment... entrer en relation et poser un cadre. Bon, je suis un peu une maniaque du cadre, j'ai cette réputation-là, mais comment poser un cadre qui permette le respect mutuel. Mais ce moment-là de la création de l'alliance, c'est le moment pour moi du vertige, mais aussi de la beauté de cette séance, parce qu'une fois que l'alliance est là, beaucoup de choses sont possibles. Et toi, cette alliance, tu l'as créée surtout, tu dis en posant le cadre ou tu as d'autres choses ? Pas seulement parce que si c'est moi qui pose le cadre dès le début, ça crée, on va dire, une relation asymétrique qui peut donner l'impression de quelque chose de très scolaire, avec t'as lu le règlement, signe le règlement, si t'es pas dans le règlement, tu sors de la séance. Oh, non. La pose du cadre, elle se fait ensemble. Et l'alliance, elle se fait aussi par la manière dont on s'introduit, la manière dont cette proposition d'éducation à la sexualité leur est aussi donnée à comprendre. À ton avis, pourquoi on vous propose ça ? Tu penses que c'est de votre âge ? Tu penses que c'est bien à l'école ? Tu penses que c'est bien si les garçons et les filles sont séparés ? Ce thème, en fait, est-ce qu'il a de l'importance dans une existence ? Alors voilà, je pense que tout ce temps-là aussi de légitimation du contenu sur lequel on travaille, mais assez cher. Oui, j'aime beaucoup cette mise en perspective. Et aussi cette notion d'alliance. On va faire alliance, on est ensemble pour avancer ensemble. C'est pas moi, je vais vous dire tout ce que vous devez penser ou faire. Et puis, donc ça se base sur une relation de confiance. De confiance et puis d'humilité parce que, statistiquement, dans nos formations, dans nos séances, il y a des enfants, des adolescents, des adultes, eux-mêmes victimes de violences, de pression, de domination, qui viennent d'être endeuillés, qui vivent des conflits qui les déchirent. Donc ça demande beaucoup d'humilité. Ces séances sont pas très faciles parce qu'on arrive sur une terre inconnue. Voilà, c'est une expérience d'expatriation à chaque fois. J'atterris là, sur une terre inconnue. Comment je vais en trouver les codes, en parler la langue, pouvoir interagir comme je suis et eux comme ils sont. Une belle rencontre. Et qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre pour toi dans ce travail auprès des jeunes ? Le plus difficile, c'est la casse à laquelle on assiste parfois quand on entend leurs révélations. C'est régulier. Quand on se rend compte par leur confidence à quel point le harcèlement a pu les démolir, à quel point des violences qu'ils ont pu vivre leur font perdre l'estime d'eux-mêmes. En fait, moi, ce qui me touche ou blesse le plus, ce qui est le plus dur, c'est leur souffrance. C'est quand les ados ou les enfants sont dans d'énormes souffrances. Alors ça, c'est même parfois un peu révoltant de les voir aussi exposés si jeunes, en fait. Voilà. Ouais, je te rejoins bien dans ce que tu dis là. C'est difficile d'écouter cette souffrance des enfants, des adolescents, et de se dire qu'est-ce qu'on fait. Non, t'as pas ça parfois dire on devrait en prendre plus soin, on les protège pas assez. On est un peu des observateurs de situations qui sont encore parfois tabous dans notre société, où on les prend pas assez en considération. Donc il y a aussi cette réalité-là qu'on observe. J'aime beaucoup aussi ton point sur l'humilité. Je pense que c'est la qualité première à développer quand on fait ce métier-là. Et c'est peut-être parfois la chose la plus difficile, c'est d'être dans une posture d'humilité, encore et encore, et d'être remis en question. Et cette humilité va nous permettre d'être en vérité avec les jeunes qu'on rencontre, et peut-être du coup permettre cette alliance, cette confiance, parce qu'ils nous sentent dans cette humilité. Mais bon, c'est pas facile toujours, hein. Parfois on voudrait bien arriver avec nos idées, je sais pas, avec notre... Ouais, je trouve que c'est pas toujours facile. C'est peut-être l'enjeu dans l'éducation en général, dans l'éducation affective et sexuelle et relationnelle en particulier.
Oh, Maëlle, c'est trop bien ce que tu fais. Je suis super contente de te rencontrer parce qu'on a, on a eu l'occasion de se croiser, de voir un peu l'une et l'autre ce qu'on faisait avec vraiment notre charisme très différent, notre sensibilité différente, mais toutes ces approches, je pense qu'elles sont vraiment complémentaires. Il y a beaucoup d'autres personnes qui œuvrent aussi dans le chantier de l'éducation affective. En tout cas, ce qu'on aime chez SEM, notre entreprise dédiée au Love Care, c'est de mettre en valeur ces différentes approches et que c'est ça qui est positif, c'est qu'il existe différentes façons d'accompagner les enfants, les adolescents vers plus de liberté pour qu'ils soient capables d'aimer et de se laisser aimer. Maëlle, c'est passionnant de parler d'éducation affective relationnelle et sexuelle des jeunes. Est-ce qu'il y a une chose que tu voudrais transmettre que tu as comprise au travers de toutes tes expériences, que tu voudrais partager aujourd'hui, ce serait laquelle? Je dirais ne pas avoir peur des adolescents. J'adore ce que tu dis. J'adore. Tu sais pourquoi je réagis comme ça? Parce que j'ai moi-même des adolescents et en permanence, tous mes copains me disent ça va? Ça se passe bien? Et je leur dis mais en fait, c'est super. Moi, j'adore. Mais tu as raison. En fait, je découvre la peur des adolescents. Mais alors, attends, parce que du coup, j'ai réagi comme ça moi-même à cette envie de ne pas avoir peur des adolescents. Est-ce que tu veux en dire plus par rapport à ça? Pourquoi tu dis ne pas avoir peur des adolescents? On les caricature un petit peu. Et ils souffrent de cette caricature. Ouais, je suis d'accord. Ils sont les adultes de demain. Donc, les prendre au sérieux, leur apporter le meilleur de ce qu'on a, de ce qu'on est une nécessité. Et bien sûr, ils peuvent être provocants, ils trouvent les failles, ils nous interpellent, mais en fait, les adolescents, moi je trouve qu'ils sont des moteurs de progression aussi pour les adultes, parce que c'est eux notre formation continue à Comitis, en fait. Vous voyez, c'est vraiment eux qui nous poussent dans nos retranchements et nous aident à remettre en cause ce qui est désaxé. Donc, bien sûr, du coup, ils sont un petit peu menaçants, parce que dès qu'on est décalé, il ne manque pas de nous le faire comprendre. Mais avec un petit peu d'humour, voilà, on se remet en question et puis on a changé. Quand on sort de la rencontre avec eux, on a changé, ne pas les lâcher aussi, ces adolescents, ne pas les lâcher pour Internet. En fait, oser se prendre des portes, qu'est-ce qu'on risque? C'est pas grave, hein. Je suis comme toi, voilà, quarantaine d'années. Qu'est-ce qu'on risque? On peut toquer à leur porte, on peut leur proposer un contenu, on peut... et puis, s'ils ferment la porte, on aura tenté, quoi. Pourquoi est-ce qu'on a peur des adolescents? Parce qu'ils sont exigeants. On a peur des adolescents parce qu'ils ont de l'humour, ils ont un regard affûté et en fait ils sont exigeants. Ils regardent leurs éducateurs, ils les comparent et ils les apprécient ou pas, ils les classent, ils les rangent. Donc leur regard sur nous est difficile. Il nous renvoie aussi à notre âge, il nous renvoie à notre jeunesse, il nous renvoie à notre vieillissement. Voilà, et les adolescents, ils sont une école de vie. Ils sont une école de vie. Alors du coup, on peut se mettre à l'école avec eux, d'aller les rencontrer. J'aime beaucoup aussi ce que tu as dit sur l'écoute. Ils ont besoin d'être écoutés. Et je te remercie pour ton témoignage aussi personnel, de voir comment cette écoute que tu as reçue, elle t'a permis d'être la femme que tu es aujourd'hui. Comment est-ce que ça a vraiment marqué ton parcours. Et comment est-ce que nous, en tant qu'adultes, on peut aussi offrir cette écoute aux jeunes, cette écoute qui nous permet de grandir. Ouais. Donc merci pour ce que tu as partagé, l'écoute, l'humilité, l'école de la vie, en même temps cette urgence aussi d'intervenir, de l'écrire, en fait, espace de réflexion, de dialogue sur les sujets d'amour et de sexualité. Tu as dit on peut en parler. Et cette parole qui va nous libérer, la parole qui libère. Je pense que ça c'est aussi important dans l'éducation à la vie affective. Alors, à suivre. On a encore plein de choses à se partager. On peut déjà évidemment te suivre sur, aller voir ton entreprise et faire appel aussi à vos services. Et puis, j'espère que
ce petit échange a fait naître quelques vocations, qui sait. On a besoin de personnes, et je l'ai bien entendu aussi, qui soient formées. C'est le métier. Engagez-vous sur ce sujet, il y a tant à faire. Et puis c'est merveilleux, non? C'est un beau métier, hein? Oui. Ouais. C'est un beau métier. Merci Maëlle, merci pour cette Thérèse. rencontre. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement.